Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat au bureau du commissaire. J'ai avec moi Ariane Mignolet, la commissaire. Bonjour Et François. bonjour Ariane. Et Geneviève Genot, une de mes collègues avocate également au bureau du commissaire. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors aujourd'hui, le sujet de notre note, ce sont les avis qui sont donnés par le commissaire, soit aux députés, aux membres du conseil exécutif et à leur personnel politique. C'est un volet important de l'activité de prévention que fait le commissaire et ça rentre dans le cœur de sa mission, n'est-ce pas Ariane? Tout à fait, François. Ça nous donne l'occasion peut-être d'entrer de jeu, peut-être d'expliquer un peu nos missions principales, dont la prévention fait évidemment partie. Donc, conseiller, accompagner les parlementaires, ça fait partie de la mission du commissaire à l'éthique et tant qu'à moi, le volet principal. Il y a également le volet des enquêtes, quand c'est nécessaire de le faire, et l'autre volet aussi est d'informer le public. Puis je pense que c'est un peu c'est dans cet axe-là qu'on est ici aujourd'hui pour parler spécialement là, de la prévention. Puis les avis font partie des mandats qui te sont confiés essentiellement à la loi. Donc, c'est un des aspects qui est prévu spécifiquement. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on entend par avis du commissaire? Peut-être Geneviève, si tu veux te Oui, lancer là-dessus, parce que de nous trois, c'est toi qui a le plus d'expérience dans le crayon, si on peut dire. oui, je peux bien. Ben, en fait, c'est ça, les avis du bureau du commissaire, on les rend, entre autres, aux députés, aux membres du conseil exécutif et aux membres de leur personnel. Donc, tous les membres du personnel, autant dans les cabinets ministériels, les cabinets de l'Assemblée nationale ou dans les bureaux de circonscription. Donc, ces personnes-là peuvent nous contacter. On peut leur rendre des avis. Par contre, on ne rend pas d'avis là, au public ni aux citoyens. C'est plus dans un objectif d'informer là, le public. Donc, on peut répondre à des questions plutôt d'ordre général, mais sans donner d'avis ou discuter des avis qu'on rend là, aux députés et aux membres de leur personnel. Je pense que c'est un point important que tu soulignes, Geneviève. Le- le- les- la fonction de prévention, les avis qu'on rend, l'accompagnement qu'on fait, on le fait vraiment avec la personne qui est concernée, c'est-à-dire en premier chef. Donc, c'est vraiment une personne qui a une question sur les obligations qu'elle a par rapport au code, va s'adresser à nous, mais on ne rendra jamais d'avis sur une situation qui est extérieure à sa situation, là. Donc, en gros, les gens qui sont sujets aux règles déontologiques qui sont appliquées par le commissaire, donc les membres de l'Assemblée nationale qui ont le code, comme tu disais, Geneviève, les membres du personnel politique, soit qui sont dans un cabinet d'un ministre ou des fonctions de l'Assemblée nationale, ou même les employés qui travaillent dans les bureaux de circonscription, ont des règles déontologiques à suivre. S'ils ont une situation qu'ils vivent, ils peuvent nous contacter pour avoir un peu des conseils, des recommandations sur leur situation, sur les mesures à prendre aussi, puis sur qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, si c'est possible de mettre des choses en place pour régler la situation, ou sinon pour les accompagner dans le processus là, pour, par exemple, se départir d'un intérêt qu'ils ont qui est inadéquat dans le cadre de leur fonction ou modifier leur situation liée à ça. Donc, c'est très large, les sujets. Là, ça va pouvoir aller, évidemment, des conflits d'intérêts dans lesquels les personnes pourraient être placées. Ça peut Les être les dons, situations, oui, accepter les ou dons. pas un don ou un avantage, participer à un événement qui est organisé par euh, un organisme de sa circonscription. Vraiment, ça touche tout ce qui peut affecter, qui est dans le périmètre là, de l'exercice de la charge d'un élu, là, finalement. Et leur charge après aussi, il y a des règles qui sont prévues autant dans les codes que dans les règles, que dans les règlements pour ce qui est possible après leur fonction. Oui, il existe effectivement des règles d'après-mandat qui s'appliquent aux anciens membres du conseil exécutif et aux anciens membres du personnel de cabinet ministériel. Je pense qu'aussi, il est bon de préciser que ces avis, il
il y a pas un formalisme qui est très exigeant, c'est-à-dire on peut demander un avis, on prend le téléphone et on peut avoir un avis très rapidement, notamment quand il y a une situation qui est pressante. On est très disponible pour ça et on s'adapte évidemment à la réalité des parlementaires. Donc, ça peut être une question très rapide et donc il y aura une réponse très rapide, mais ça peut être également une situation plus complexe qui nécessite plus de temps ou parce que le parlementaire souhaite avoir un avis écrit. Et à ce moment-là, on va également prendre le temps de présenter la situation et d'examiner tous les aspects. Mais il ne faut surtout pas hésiter à prendre le téléphone et il y a quelqu'un comme toi, François, ou toi, Geneviève, qui est d'ailleurs travaillé au secteur de la prévention, qui est au bout du fil pour répondre aux parlementaires. Oui, puis peut-être rebondir sur ce que tu dis, Ariane, pour les avis écrits. Ça peut être pertinent là, de demander un avis écrit pour, entre autres, garder une trace là, du fait qu'on a contacté là, le bureau du commissaire. On a obtenu un avis sur une situation particulière, puis ça peut protéger là, la personne en quelque sorte parce que la personne qui a demandé un avis écrit est réputée ne pas avoir commis de manquement là, s'il a respecté, bien sûr, l'avis. Puis j'ajoute, tu as parlé d'avis écrit, mais je veux dire, cette protection, elle s'applique aussi pour un avis verbal. C'est tous les avis qui sont rendus par le bureau du commissaire si la situation est expliquée là, en toute exactitude et tous les faits nous sont fournis pour nous prononcer. Effectivement, si la personne a agi conformément à l'avis qu'elle a reçu, elle ne pourra pas être par la suite trouvée en manquement. Puis ça, je pense que c'est un élément effectivement fondamental auquel le législateur a pensé pour probablement inciter à consulter. Encourager les gens. Puis c'est un truc important aussi. Il ne faut pas que l'idée que les gens aient en tête, c'est nécessairement les gens qui demandent des avis, c'est des personnes qui ont eu des manquements au code ou qui anticipent des manquements au code. Au contraire, dans beaucoup de Absolument. cas, c'est des gens qui ont anticipé les coûts, donc ont vu qu'il y avait une situation qui se présentait à eux qui pourrait être problématique, que ce soit les élus ou les membres de leur personnel politique. Il y a plein de situations dans la vie où les gens n'ont pas de contrôle, puis où ils et elles peuvent être placés dans des situations qui les mettent mal à l'aise. Donc, que ce soit dans le cadre de leur fonction ou des événements dans la vie. Donc, que les gens nous contactent pour réfléchir à ces questions-là, avoir nos conseils, c'est idéal pour prévenir justement des problèmes. Puis dans certains cas, ça nous arrive de recevoir des questions puis de dire non, non, la situation est tout à fait adéquate, il n'y a pas de problématique en vertu de vos règles déontologiques, mais ça permet aux gens, justement, soit, comme tu le disais, Geneviève, de valider avec l'entourage que la situation ne représentait pas un problème, puis de eux d'avoir confiance qu'ils respectent leurs obligations. Oui, puis on est vraiment aussi dans le secteur prévention, là, dans un volet d'accompagnement, d'aider. Donc, si quelqu'un se trouve dans une situation en tout cas, qui pourrait soulever des questionnements ou des enjeux, on est toujours là pour accompagner, pour rétablir la situation. Absolument. Ça, je pense que c'est important de dire, il n'est jamais trop tard, je pense, pour demander un avis. Parce que, et d'ailleurs, le code le prévoit, comme tu l'as dit un peu tantôt, François, je veux dire, on peut arriver à un moment donné, réaliser qu'on est dans une situation problématique à notre insu, parce qu'on n'avait absolument pas réalisé, on n'avait pas connaissance, et pas parce qu'on avait fermé les yeux, là, tout simplement parce que c'était impossible pour nous de le savoir avant. Mais on est là pour accompagner, pour effectivement prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire dire, OK, bon, ben, maintenant qu'on est là-dedans, voici comment on en sort. Puis voilà, donc, c'est pas parce qu'il faut surtout pas hésiter en disant, mon Dieu, je ne le savais pas, est-ce que si j'appelle une enquête qui va être déclenchée, là, non, c'est pas ça. Le rôle premier du commissaire, c'est l'accompagnement, c'est la prévention, c'est être là pour développer, faire en sorte qu'un réflexe éthique s'installe et il n'est jamais trop tard. Donc, on va accompagner et on va trouver des solutions. Je pense qu'on peut souligner aussi que les avis qui nous sont demandés, tout le processus de traitement et de l'accompagnement est confidentiel. C'est pas
C'est pas de l'information qui va être disponible au public pour même les membres du personnel politique. C'est pas de l'information qui va être communiquée à leur employeur. Donc, c'est vraiment d'assurer que les gens font confiance à l'institution du commissaire, puis qu'on puisse les accompagner le plus loin possible. Donc, ça, il y a une absolue confidentialité enchâssée dans la loi où l'information qu'on reçoit, puis le contenu des avis aussi est confidentiel. Là. Le commissaire ne peut pas révéler cette information-là, à moins qu'on ait le consentement de la personne qui détient l'avis. Oui, ben, cette relation de confiance-là, c'est très important pour discuter librement de sujets parfois de nature là, délicate, plus privée. Donc, c'est toujours dans un contexte là, de confidentialité. Puis également, ça nous permet d'obtenir toutes les informations qui sont pertinentes pour rendre un avis vraiment qu'on peut utiliser, là, qui est valable, qui est bien applicable là, pour pour la personne concernée, là, dans le fond, qui va vraiment l'aider dans sa situation. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que en matière d'éthique et de déontologie, le contexte est fondamental, hein. Donc, on a besoin de plus d'informations que moins. On a besoin de plus d'informations possibles pour bien conseiller une personne. Et souvent, quand on reçoit, par exemple, un appel d'un élu qui nous dit, bon, ben voici, j'ai telle situation, mais je sais que vous avez rendu un avis à un collègue il y a quelque temps qui était dans la même situation, donc j'en conclus que c'est ça. Mais pas forcément, parce que tout dépend de la situation personnelle dans laquelle on se trouve, de nos relations, de notre expérience passée, de nos intérêts financiers. Donc, c'est très important de pouvoir assurer la confidentialité pour que la personne nous informe le plus entièrement possible. Et ça, et donc, cette confidentialité, elle est nécessaire, elle est essentielle, je pense, euh, au secteur de la prévention, absolument. Et ça, c'est pour ça que quand on est questionné, même quand il y a des sujets qui font des manchettes d'actualité, des situations qui sont exposées, puis pardon, souvent on peut nous appeler, des journalistes, poser des questions, est-ce que c'est correct que telle personne ait fait ça ou d'une telle situation? On ne répondra pas, on ne se prononcera jamais sur un cas particulier. Ça, c'est bien important. Seule la personne qui est visée, qui a reçu un avis, peut le rendre public ou en parler, mais moi, je ne le ferai pas, notre bureau ne le fera pas. Puis il y a un pendant à ça, comme tu disais, c'est pas parce que quelqu'un a reçu un avis sur une situation similaire que l'avis s'applique à une autre personne. Et le pendant de la confidentialité est aussi que ben, c'est toi et c'est nous au commissariat qui ont accès à l'ensemble des avis qui ont été donnés, qui ont la vision globale sur notre jurisprudence interne, que je mets ça entre guillemets évidemment, mais sur l'ensemble des avis qui ont été donnés. Donc, de demander un avis au commissaire directement sur sa propre situation, c'est la meilleure façon d'avoir la perspective globale, puis justement d'avoir un avis qui est adéquat, précis, en lien avec la situation vécue par la personne qui en fait la demande. Dans le contexte de la confidentialité, juste de rappeler que si, par exemple, dans la situation particulière d'un membre du personnel, s'il demande un avis au bureau du commissaire, l'avis va vraiment demeurer confidentiel. On ne le mentionnera pas au député là, ou au ministre pour lequel il travaille. Là. Ça va vraiment demeurer. Ben, l'avis va être rendu seulement aux membres du personnel, à la personne concernée. Il ne faut pas hésiter là, à nous contacter. C'est certain que parfois, par contre, puis c'est pas pour contredire, mais peut-être juste un peu nuancer, il y a certains cas pour lesquels on est consulté par du personnel politique et ça implique son employeur, ça implique l'élu, ça implique la conduite du bureau de circonscription. Donc, c'est certain que dans ces cas-là, on va dire à la personne visée, vous devriez certainement discuter avec votre employeur, vous devez prendre les mesures suivantes, vous devez prendre des engagements suivants et donc informer votre député. Là. Mais généralement, on a toujours, on n'a pas d'enjeu là-dessus quand on pense qu'une situation nécessite qu'on informe le député ou une autre personne, ou par exemple, ça peut être pour un élu d'informer le président de son caucus, son chef parlementaire ou son whip, etc. On n'a jamais eu
de résistance face à ça. Les personnes comprennent très bien que c'est pour les aider, donc, on leur dit à ce moment-là, vous devriez prendre tel engagement, vous devriez informer telle personne, et ils le font, et je pense que c'est ça, mais c'est pas à nous de le faire. Ça, c'est bien évident. Puis, mais ça devient pertinent aussi quand les gens ont des projets, par exemple, que ce soit des membres de l'Assemblée nationale, du personnel politique qui se posent la question, est-ce que si je veux entreprendre ce projet-là en marge de mes fonctions ou en parallèle de mes fonctions, est-ce que ça serait compatible avec le code? Ben, pour les membres du personnel politique, par exemple, si on leur dit, ben oui, ce serait possible, mais discutez-en évidemment avec votre employeur. Et si on dit, ben non, c'est pas possible, on n'ira pas après ça dire à l'employeur, en passant, votre employé est en train de préparer quelque chose. Non, on vous dit c'est quoi vos obligations en lien avec le code ou, dans votre cas, en lien avec les règles ou les règlements. Puis après ça, vous êtes libre d'appliquer les recommandations qu'on vous donne ou simplement de renoncer au projet puis de continuer vos fonctions comme vous le faisiez par le passé. C'est pas Moi, non plus pour empêcher les gens de vivre. J'ajouterais, François, on se fait demander parfois si, quand on nous demande un avis ou quand les personnes visées remplissent la déclaration des intérêts personnels, bon, ça aussi, ça fait partie de la prévention, là, cette déclaration. Peut-être qu'on aura un sujet plus particulier là-dessus éventuellement, mais je veux dire, on nous demande si on vérifie les informations qu'on nous donne. Bien, la réponse à ça, c'est non, pas en prévention. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour vérifier, pour enquêter. L'objectif de la prévention des avis, c'est d'accompagner et donc, c'est bien évident que si la personne ne nous a pas donné la bonne information, elle se met à risque et de toute façon, ça risque de lui retomber dessus. Donc non, on n'est pas là pour ça. Premièrement, ça prendrait beaucoup trop de ressources, mais c'est pas l'objectif. L'objectif de la prévention, c'est vraiment d'inciter les gens à se poser des questions, et on les accompagne là-dedans et on veut les aider. Donc, c'est pas compatible en quelque sorte. Et le volet vérification, enquête, c'est un autre volet. Ça appartient à un autre volet de la mission et c'est vraiment séparé. Puis je pense que c'est important de le préciser. Un avis du commissaire, c'est pas un sauf-conduit, comme tu dis. C'est pas, on n'est pas là pour autoriser des choses et puis on est là en co-construction, dans le fond, avec les gens. On reçoit et on travaille avec eux pour réagir à une situation qu'ils vivent de façon conforme aux obligations déontologiques qui s'imposent aux élus et à leur personnel. Donc, on a, comme tu dis, pas besoin d'aller vérifier puis de s'assurer puis de faire littéralement une enquête de la situation comme tu le ferais dans l'autre grand volet du commissaire. Mais tu as aussi raison, Ariane, il y a plein de situations où, oui, les gens nous contactent. Il y a d'autres situations où on est exposé aux gens, puis où on a des liens avec soit les élus ou les membres du personnel politique de d'autres façons. Puis c'est des occasions pour nous aussi d'intervenir, puis soit de donner des avis verbaux ou d'induire des demandes d'avis pour répondre aux questions. Ça peut être, on t'a parlé des déclarations d'intérêt, ça peut être aussi dans le cadre des formations qui sont données. Oui, Oui, ben, oui, vas-y, d'ailleurs, Geneviève. Vas-y. les déclarations d'intérêt, oui, ça s'inscrit dans le volet préventif parce que lorsque les députés, les membres du conseil exécutif et les directeurs de cabinet là, remplissent annuellement leur déclaration d'intérêt, lorsqu'on les analyse, pour nous, ça nous permet de voir la situation globale de la personne concernée, puis d'identifier là, certaines situations qui pourraient soulever des enjeux ou comme ça, on peut d'emblée là, les contacter puis les accompagner, discuter de la situation, puis les aider là, à rétablir la situation si jamais c'est applicable, là. Donc, les déclarations d'intérêt annuellement, ça nous permet de conserver, là, de faire un suivi là, par rapport à chaque situation, là, oui. Effectivement, puis je veux dire, les déclarations des intérêts, on peut, l'exercice n'est pas forcément très plaisant, là. Je veux dire, c'est comme faire son rapport d'impôt, puis il y a beaucoup de questions, ça va assez loin, mais l'objectif de ça, c'est d'avoir le portrait le plus
complet possible et pour pouvoir accompagner bien souvent, comme tu l'as dit Geneviève, suite à la déclaration des intérêts, on appelle le député, on dit écoutez, suite à votre déclaration, on remarque qu'il y a peut-être un enjeu de ce côté-là, discutons-en. Il y a aussi, évidemment, il y a tout le volet, je pense, en prévention. On ne peut pas parler de la prévention des abus sans parler de la formation qu'on offre. Elle n'est malheureusement pas obligatoire. J'espère que ça sera modifié éventuellement parce que je pense que c'est le cœur. Plus on va informer les personnes visées et moins il y aura de manquements. En tout cas, c'est l'objectif de la prévention. Mais également, donc, on offre des formations, évidemment, on en fait dans les bureaux de circonscription, on en fait dans les caucus, on en offre aux nouveaux élus, mais malheureusement, il n'y en a encore pas assez qui suivent la formation. Et je dirais que j'ajouterais à ce volet préventif, des fois, je me permets ce que j'appelle ici dans notre bureau, je l'appelle mes avis non sollicités, mais effectivement, ça nous arrive, évidemment, on suit tout ce qui touche les élus, on est à l'affût, on fait de la veille. Et des fois, ça nous arrive de prendre les devants et de dire, écoutez, on vient de voir ça, peut-être que ça vaudrait la peine qu'on discute. Puis je pense que ça, ça fait partie du service un peu, là, que je dirais, de très, très, très englobant. C'est l'approche que je veux donner, en tout cas, de vraiment accompagner et prévenir. Et ça prend cette forme-là aussi, là. On est beaucoup on privilégie beaucoup la prudence dans le secteur prévention, dans tenir compte, entre autres, des apparences de conflits d'intérêts, les risques de conflits d'intérêts. Donc, on essaie toujours c'est ça, d'aller dans la prévention pour des situations, là. C'est vrai, puis on va même plus loin, hein. Je veux dire, on va plus loin que quand on est en prévention, quand on donne un avis, c'est très juste ce que tu dis, on va donner toutes les facettes, puis on va souvent proposer même de réfléchir à aller au-delà. Et c'est probablement le sens qu'on veut lui donner. Ça ne veut pas dire que toutes les mesures qu'on propose, ça ne veut pas dire que si elles ne sont pas respectées à 200%, il va y avoir un manquement, mais on s'appuie beaucoup sur les valeurs qui sont énoncées dans le code, les valeurs et les principes éthiques pour interpréter la situation qui nous est soumise. Puis ça, c'est bien important parce que c'est l'objectif, là. Quand on parle d'éthique, de déontologie, je pense que c'est vraiment la perception est fondamentale, là. Puis Puis on surtout veut pour pas. les élus. Je veux dire, je m'excuse François, là, mais je Non, veux non, dire, vas-y, vas-y. les questions de la perception, la perception d'un conflit d'intérêts peut être tout aussi dommageable. Je veux dire, on le voit. Je veux dire, il n'y a pas de. Il y a pas de marge de manœuvre là, sur les médias sociaux, sur les nouvelles. Je veux dire, tout est instantané. Je veux dire, il y a juste une apparence de conflit peut faire très mal. Puis ben, c'est ce que j'allais dans le même sens, de dire, si nous, on observe une situation qui pourrait soulever des questionnements, ce serait, à mon avis, même contre les valeurs de l'Assemblée nationale, que de dire, on l'a vu, on n'a rien fait, on a attendu que la personne soit en manquement, puis après ça, on intervient. Ben non, on va agir pour que le code soit respecté, que on mette en œuvre les valeurs de l'Assemblée nationale dans ce contexte-là, plutôt que d'être aveugle à une situation qui est apparente. Absolument. Puis, comme on l'a dit, je pense qu'on a fait un peu le tour, là, mais on l'a dit au tout début, je pense, et comment on demande un avis, là, ça peut être très simple, mais moi, j'aimerais leur dire à la fin, après tout ça, c'est que vraiment, de prendre le téléphone, d'écrire un courriel, il y a vraiment pas de mauvaise façon de demander un avis et on essaie d'être très disponible. Puis même en ce moment, dans lequel on enregistre cet épisode en ce moment. On est en pandémie, on est en télétravail pour la plupart, mais on est tout aussi disponible et on a tout à fait, on connaît notre clientèle, on connaît les exigences du travail de notre La clientèle, donc réalité la aussi. réalité, donc on est disponible et il n'y a pas de mauvais moment. On va se rendre disponible quand c'est nécessaire pour l'élu. Donc, c'est ça. Ça, c'était Comme on dit, demandez des avis, demandez des avis, demandez des avis. Si vous vous demandez si vous devriez demander un avis, demandez un avis. C'est ça. C'est aussi simple que cela.
Je pense que c'est une belle façon de clore cet épisode, François. Moi, je tiens à vous remercier tous les deux. C'est très agréable d'échanger avec vous dans ce contexte. On n'est pas habitué, mais on y prend goût. Alors, je vous Ben, remercie. merci effectivement à vous deux. Merci Geneviève de t'être prêtée au jeu aujourd'hui. Merci à vous deux aussi. Et puis, je vais garder les derniers remerciements pour les gens qui nous écoutent. Merci d'avoir été attentifs et je vous souhaite une bonne journée d'ici à la prochaine note de bas de page. Au revoir.